Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonsoir ou bien bonjour. Merci de suivre cette émission qui met l'accent sur la diaspora africaine ici même à Montréal. Et nous parlons également des questions d'actualité locale, nationale et internationale. Nous recevons à l'émission aujourd'hui un éminent invité. Il nous vient du Sénégal. Il vit avec nous au Québec depuis déjà plus de 8 ans. Thierno Gueye, bonjour. Merci de votre présence à l'émission. Bonjour, M. Ngaka. C'est moi qui vous remercie. J'ai mal prononcé votre nom. Non, c'est bien ça. Thierno Gueye. Thierno Gueye. Tout à fait. Du Sénégal. C'est ça. De Dakar. De Dakar, oui. Vous êtes là depuis pratiquement 8-9 ans. C'est ma 9e année. Avant, j'avais eu un séjour ici dans le cadre de mes recherches doctorales. J'étais en co-tutelle en fait avec l'UQAM et donc j'ai eu un séjour, une bourse de la région Rhône-Alpes qui m'avait permis de passer 6 mois au Québec. Et puis c'est là que j'ai pris la décision de revenir pour m'installer. Alors, vous êtes détenteur d'une maîtrise en sciences politiques et également d'un doctorat en philosophie. Tout à fait. Et on va parler avec vous de votre voyage un petit peu. Vous êtes là depuis déjà quelques années, mais vous êtes retourné chez vous au Sénégal pour des questions professionnelles, bien sûr, aussi voir la famille, voir la situation, comment les choses se passent au Sénégal. Et comme vous le savez, c'est les élections. C'est la grosse préparation. Mais avant d'entrer même, parce qu'il y a de cela quelques temps, déjà nous avons reçu un autre Sénégalais avec qui on a parlé également des élections au Sénégal. Le nom de Wade est sorti très souvent, l'ancien président. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet comme tel, parler des élections au Sénégal, on va parler d'ici. Vous, vous avez travaillé ici comme professeur et avec le temps, vous avez décidé de rentrer chez vous. Je vais être très court, très vite. On va faire comme les Américains, right to the point. Yes. Vous décidez que vous retournez travailler chez vous comme professeur. Pourquoi? En fait, je dirais pour 2 raisons principalement. La première raison, c'est une raison professionnelle, c'est-à-dire que j'étais à l'emploi dans l'institut où j'enseignais depuis 2012. Donc, ça fait 7 ans en gros que j'étais dans l'institut. Et puis, ces dernières années, j'avais des contrats à chaque session à temps plein. Donc, ce n'est pas le travail qui manque concrètement, mais les gens ont refusé de me donner des contrats annualisés. C'est-à-dire, vous avez votre contrat, vous savez que vous allez avoir ces contrats-là pendant 30 ans, mais pour ce qui est de l'annualisation, en fait, qui est une étape nécessaire pour aller chercher la permanence, ça a été quelque chose qui a été bloqué. Et puis, c'est fait de façon très inéquitable parce que d'autres collègues qui sont dans la même situation que moi sont, eux, annualisés. Et puis, bon, c'est fait en fonction de, soi-disant, les disponibilités budgétaires, en tout cas, toutes ces choses-là. Et puis, bon, ça, c'est la première raison. C'est-à-dire, j'ai estimé que je n'étais pas respecté dans le travail que je faisais et que mon travail n'était pas valorisé non plus. Votre travail, on va le souligner ici comme professeur. J'étais professeur, j'enseignais les 3 cours de philosophie, j'enseignais les cours complémentaires en enjeux sociopolitiques contemporains et en histoire du XXe siècle. Donc, enjeux politiques sociaux contemporains, on parle ici d'un cours en sciences politiques. Oui, tout à fait. D'accord. OK. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ce qui se passe, c'est que avec mon syndicat, on a décidé de poursuivre notre hiérarchie, le ministère, et c'est quelque chose qui est en arbitrage présentement. On verra qu'est-ce qui va être décidé. Mais ce qui nous a amené à ça, c'est vraiment une situation d'injustice, clairement, que nous avons constatée. Et puis à un moment donné, je me suis dit que je ne suis pas obligé de supporter ça. Je veux dire, je ne suis pas obligé d'accepter, de subir une situation qui m'est imposée, mais dont je peux me libérer aussi. D'accord. Vous avez pris quand même une très grande décision, en fait, finalement. Retourner travailler chez vous comme professeur. Il se présente une opportunité. Vous êtes revenu, mais vous allez repartir pour enseigner. Il y a l'autre élément, on avait discuté, vous et moi,
On a parlé de la politique au Québec. Ouais. Il y a eu là aussi un changement politique. Le Parti libéral a perdu drastiquement les dernières élections au profit d'un nouveau parti, la CAQ. Qui est un parti que l'on peut en fait situer et considérer comme étant de droite, qui n'est pas libéral, mais qui aussi a des prétentions nationalistes, sans nécessairement, comment dirais-je, aller dans le radicalisme qui est l'indépendance. On se comprend jusque-là. Selon vous, non. C'est une autre perception, c'est une autre analyse que vous faites. Mais oui, vous savez, au Québec, quand vous êtes immigrant, je veux dire, vous êtes muselé. Ou alors, c'est comme s'il y avait une sorte de menace sur les immigrants pour ne pas dire ce qu'ils vivent réellement. Expliquez-nous ça, parce que celle-là, oui, moi, non, mais pas ce que nous vivons ici, oui. C'est des situations de discrimination très constantes, très courantes. Il n'y a pas un immigrant avec qui vous pouvez discuter, même qui a trouvé un emploi stable dans son domaine, qui n'a pas subi des traitements spéciaux, qui n'a pas été victime de discrimination à l'emploi, qui n'a pas été victime de manque de respect notoire simplement parce qu'il est immigrant. Dites-moi, qu'est-ce que vous répondez à ce public qui nous suit, certains parmi eux, certaines, qui considèrent que votre point de vue est vraiment radical, que vous généralisez? Oui, mais parce que c'est non fondé. Oui, mais vous savez, on est dans... et ça, malheureusement... c'est aussi la peur des immigrants de prendre la parole et de se prononcer sur ces situations-là, parce que tout le monde veut que tout le monde... En fait, tout le monde veut dire, parce qu'il y a une autre forme de généralisation que vous n'évoquez pas, c'est quand on dit le Québec, tout le monde est gentil, on est dans une société très, très accueillante, etc. Ce qui est discutable, je veux dire, parce que dans le fond, nous ne sommes pas là parce que le Québec a décidé de nous aider. Le Québec fait venir des immigrants parce qu'ils sont compétents. Et ils vont chercher la crème de l'immigration. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des immigrants qui sont diplômés des universités africaines ou d'autres universités. On les fait venir ici en leur disant que vous allez travailler dans votre domaine de compétences. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas la chance, comme moi j'ai eu la chance, de travailler dans nos domaines. Sur quoi vous basez-vous pour pouvoir affirmer cela? Vous savez, il y a des statistiques. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, vous prenez, si vous vous intéressez à ces questions-là, il y a beaucoup de fois, on a de temps en temps des chiffres qui sortent en disant, par exemple, le nombre de diplômés chez les immigrants est supérieur au nombre de diplômés moyens chez les Canadiens en général. Et par contre, le taux de chômage chez les immigrants est au moins 2 fois supérieur au taux de chômage chez ce qu'on considère comme les Québécois blancs, en tout cas de souche, entre guillemets. Alors, si vous prenez tous ces faits-là, et on nous dit par ailleurs que oui, les immigrants, ils ne veulent pas s'intégrer. Ça aussi, c'est un gros problème. Je veux dire, c'est parce que, en fait, c'est comme si on voulait jeter l'anathème sur le dos des immigrants. Est-ce que c'est faux? C'est absolument faux. Mais comment pouvez-vous expliquer que moi, je parte du Sénégal pour venir au Québec pour ne pas m'intégrer? Je veux dire, quel est le sens de l'immigration si on immigre pour s'auto-exclure? Oui, d'accord, mais il y a aussi un élément ici. Moi, je vais être objectif. Vous posez une question qui est très pertinente. Vous partez de votre pays, vous ne pouvez pas refuser de vous intégrer. Vous partez avec l'idée que vous allez vous intégrer. Maintenant, la question ici, on s'entend, qu'est-ce qu'on entend par la définition de l'intégration? Est-ce que l'intégration veut dire tout rejeter de ce qu'on avait, toute sa culture, pratiquement toute sa personnalité, pour devenir une nouvelle personne? Ou bien l'intégration veut simplement dire trouver du travail, contribuer au développement de ces pays et se comporter en bon citoyen, c'est-à-dire en respectant les lois du pays? Ok. Vous savez, M. Ngaka, moi j'ai fait une partie de mes études à l'IEP de Toulouse. Qui est l'Institut des études politiques de Toulouse, à l'Université des sciences sociales. Et dans notre promotion, il y avait beaucoup d'immigrants, des gens qui venaient d'Amérique latine, qui venaient d'Afrique, etc. Et on avait aussi un petit groupe de Français. Je veux dire, dans le fonctionnement de cette promotion-là, on se rendait compte que
c'est pas nous qui refusions de nous intégrer. Et j'avais un ami d'origine tunisienne, Wissem Bengali, qui souvent, en fait, nous, ça nous faisait rigoler parce que quand on voulait aller sortir avec les Français, ben, eux, ils avaient déjà fait leur plan. Et puis, quand on s'approchait, bon, on ne nous disait rien. Et puis, il se trouvait qu'on se retrouvait aux mêmes endroits. Alors, quand on analyse ça, c'est que moi, je me suis rendu compte que l'utilisation qui est faite de l'intégration est une utilisation extrêmement désastreuse et c'est une utilisation à charge contre les immigrants. Parce que moi, si tu viens dans mon pays, si je ne t'intègre pas, tu ne seras pas intégré. Donc, l'idée de dire, toi, intègre-toi là, je trouve que c'est une violence qu'on fait, c'est une violence psychologique qu'on met sur le dos des immigrants parce que vous ne pourrez jamais vous intégrer dans une société si la société ne décide pas de vous intégrer. Mais le gouvernement de M. Legault, justement, dit « Nous, on veut intégrer ces immigrants. On veut qu'ils aient quand même une certaine base sur des connaissances de notre province, qu'ils comprennent un petit peu l'histoire quand même de cette province. » C'est un peu ça qu'on leur demande. Est-ce que ça, c'est mauvais? Mais vous savez, moi, j'ai enseigné au Québec pendant des années. Justement. Mais les jeunes Québécois ne connaissent pas l'histoire du Québec. Pourquoi on voudrait que les immigrants connaissent davantage l'histoire du Québec que les jeunes Québécois ne connaissent pas l'histoire du Québec? Oui, absolument. Sur quel fait, sur quel élément? Parce que j'ai des étudiants, et puis bon, n'importe quel prof vous le dira. Il y a plein de choses sur lesquelles vous interrogez les étudiants, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas, par exemple, tout ce qui s'est passé pendant la Révolution tranquille, ils ne savent pas que quand le Québec est arrivé, là où le Québec est aujourd'hui, c'est le résultat d'un certain nombre de combats que les gens ont menés. Ils ne connaissent pas M. Maurice Duplessis? Ben, certainement. Tout le monde le connaît quand même. En tout cas, Duplessis, peut-être que ça fait sonner des cloches dans la tête des jeunes. Mais quand vous parlez, par exemple, tout ce qui est la Grande Noirceur, toutes ces choses-là, il y a plein de jeunes Québécois qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce pan de l'histoire du Québec. Et puis, sur quelle base est-ce qu'on doit se focaliser sur... Parce que c'est une manière aussi de stigmatiser et de marginaliser les immigrants, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, on tape sur les immigrants sur des questions qu'on aurait pu poser de façon très générale, en disant, au Québec, on a besoin pas seulement que les immigrants fassent ça, mais que tous les Québécois, c'est-à-dire tous nos concitoyens, qu'ils soient informés de sujets qui sont importants pour l'histoire, pour l'identité et pour l'avenir surtout. Madame, Monsieur, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, nous sommes de retour à cette émission Ça va causer. Donc, je vous rappelle l'interview avec M. Tierno Gueye. C'est la suite donc de cette interview où il est question, aujourd'hui, on parle en fait d'un professeur africain qui a fait carrière ici et qui décide de retourner vivre dans son pays. Et nous parlons également en deuxième partie donc de cette interview des élections au Sénégal. Voici ce qu'on a préparé. Monsieur Tierno, vous allez loin dans votre analyse. On a eu l'occasion de parler très vite. J'ai noté, pour vous, le régime en place ici, c'est carrément l'extrême droite. Mais c'est pas moi qui le dis. Vous savez, va dans le radicalisme. Absolument. Et vous dites même que la population n'est pas consciente de cela. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Sur quoi vous basez-vous pour vraiment étiqueter? C'est quand même fort entre nous. Mais vous savez, c'est d'autres journaux européens qui ont dit ça. Et ça a fait rigoler des journalistes... Mais qui ont dit quoi exactement? Ils ont titré que au Québec, ils ont élu un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement, en tout cas, qui flirtait avec les valeurs de l'extrême droite. Et tout ça. Qui sont ces valeurs? Les valeurs de l'extrême droite, la limitation de l'immigration, voire la suppression de l'immigration. L'idée que le voile, l'islam, c'est dangereux, qu'il faut dévoiler tout le monde, qu'il faut faire en sorte que les enseignants, s'ils sont musulmans, en tout cas, ne puissent pas afficher de façon... ostentatoire leurs signes, les signes religieux. Et là, malheureusement, c'est surtout les femmes qui sont visées, parce que je n'ai jamais entendu dire que les enseignants ne devraient pas porter la barbe, parce que la barbe a une sorte de laïcité peut-être qui est acceptable pour les gens, ou en tout cas qui est plus compliquée à régler. Mais quand on dit aux femmes qui appartiennent à ces sociétés,
qui ne sont pas seulement des immigrantes, qu'on leur dit, si vous voulez enseigner dans nos écoles, vous devez vous dévoiler. Et le danger sous-jacent à ça, c'est de faire croire à nos jeunes ici que ces gens-là n'existent pas. Et le risque, c'est de développer de l'intolérance ultérieurement, parce que si les enfants, vous ne les habituez pas à côtoyer la diversité culturelle, religieuse du pays, quand ils vont grandir dans l'ignorance de ces choses-là, et ils vont associer ce qu'on a interdit aux enseignants d'être, ils vont associer ça à de la méchanceté, à de la malveillance, à du terrorisme, etc. On va parler du Sénégal. Le temps passe tellement vite, mais je vais juste vous sortir 2 éléments. En Algérie, la ministre de l'Éducation nationale, vous avez suivi comme moi, a déclaré: la religion, désormais à la maison, ce n'est plus à l'école. À l'école, on est ici pour apprendre. Ça se passe en Algérie. Au Maroc, un pays où moi j'ai vécu pendant quand même quelques années, les policières, les femmes, elles ont leurs cheveux au vent, elles sont belles, ravissantes et très compétentes. Elles font leur travail. Personne n'en dit un mot dans un pays où, comme vous le savez, musulman. Et où, je le souligne, où la religion prend de plus en plus de l'ampleur quand on parle du fait que le roi Mohamed VI est lui-même le Seigneur des croyants. Voilà. En tout cas, il est un peu genre du pape finalement, oui, tout à fait, de la religion en fait Maroc. Alors comment au Québec, certains se posent cette question, mais comment se fait-il que ici, parce que le gouvernement décide d'appliquer ce que les Français font déjà, ils sont étiquetés comme des racistes, ils sont étiquetés comme un gouvernement d'extrême droite? C'est ma dernière question par rapport à ce thème-là. OK. En fait, moi je ne cautionne pas les généralisations abusives. Je veux dire, on ne peut pas dire que les Québécois sont des racistes. Je pense que c'est quand même... Et de la même façon, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas des racistes. C'est-à-dire que quand on parle du racisme, je pense qu'il faut être très prudent parce que souvent, ces arguments-là sont utilisés pour dire « Ah oui, ils nous traitent tous de racistes ». Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des pratiques, il y a des décisions, il y a des attitudes qui sont racistes. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que personne puisse se définir comme raciste fondamentalement. Vous avez une attitude par rapport à une situation qui est une attitude discriminante, donc raciste. Et dans le cas que vous donnez, dans l'exemple que vous donnez, le problème, c'est-à-dire le problème, c'est la question de la liberté. En fait, quand on dit « j'interdis », on empiète sur les droits et les droits de la personne. On empiète sur les libertés des gens. Le fait que, par exemple, vous l'avez dit, au Maroc, au Sénégal, qui est un pays à majorité musulmane, les gens préservent les libertés des citoyens. Si vous voulez vous voiler, la seule chose dont on devrait s'assurer dans tous les pays libres, c'est est-ce que la personne qui met le voile le fait en toute liberté. C'est la seule chose. Parce qu'en fait, ce dont il est question ici, c'est de préserver les libertés des gens. Est-ce que le Sénégal, les femmes sont-elles obligées d'être voilées? Non, absolument pas. Okay. Alors, on va, parce que le temps, on va vous réinviter, dommage, parce que vous en partez, le temps, on n'a plus beaucoup de temps. On va juste terminer avec les élections au Sénégal. Comment est-ce que vous voyez, en fait, cette carte politique d'ici, en fait, les prochains mois? Ben, ce que je peux dire sur les élections au Sénégal, c'est que la situation, les élections qu'on a cette année, c'est une première et c'est des élections historiques. Pas que les autres ne l'aient pas été à leur manière, parce que peut-être qu'une élection qui a été très marquante, c'est l'élection qui a consacré l'arrivée de Abdoulaye Wade au pouvoir avec l'alternance, la première alternance démocratique avec un changement de régime politique assez radical. Mais cette année, les élections auxquelles on assiste sont des élections qui se déroulent dans un contexte où on a découvert énormément de richesses minières au Sénégal, dont le pétrole, des quantités énormes de pétrole, dont du zircon, du gaz, et toutes ces richesses-là sont en voie d'être valorisées et exploitées.
Et le prochain président du Sénégal, c'est lui qui aura en charge le mandat justement de gérer ces ressources-là. Et il se trouve que on n'a pas encore commencé à exploiter le pétrole et il y a déjà des litiges, il y a déjà des accusations de favoritisme, de népotisme autour de ces richesses-là qui, pour l'instant, ne sont pas encore exploitées. Donc, on prévoit l'exploitation à l'horizon 2021-2022. Et donc, les enjeux qu'il y a derrière ça, c'est vraiment l'exploitation du pétrole, sachant que les grandes entreprises pétrolières sont à l'affût, parce que c'est quand même des marchés, que ce soit pour Total et pour d'autres sociétés, British Petroleum, etc. C'est des gens, je veux dire, qui regardent avec un grand intérêt ce qui va se passer au Sénégal. Peut-on parler de stabilité au Sénégal après les prochaines élections? Ma première question. Deuxième question, pensez-vous que le Sénégal pourrait être ciblé par Boko Haram, justement parce qu'il y a ces richesses-là qui ont été découvertes, comme dans le cas du Nigeria? OK. Alors, la première question, la stabilité politique, pour moi, le Sénégal a une histoire, une histoire politique qui peut être, comment on peut dire, violente lorsqu'il y a des échéances électorales. Mais les gens finissent toujours par tourner la page et puis la paix à laquelle on est habitué, qui reprend toujours le dessus. C'est-à-dire qu'il y a des forces traditionnelles, des forces religieuses. Contrairement à ce qu'on peut penser, la religion ne sert pas toujours à mettre des bombes. Dans le cas du Sénégal, les guides religieux sont des grands acteurs de pacification, comment on peut dire, raccommodement, si on veut, des tensions et des conflits. Seront-ils raccommodés ceux et celles qui auraient des prétentions vers le terrorisme au Sénégal? Ah, mais vous savez, le Sénégal est un pays majoritairement musulman avec un islam soufi. Donc, un islam qui prône l'humilité, qui prône la tolérance, qui prône le respect mutuel, qui est très inclusif. Parce que, d'ailleurs, souvent, on donne l'exemple dans l'histoire du Sénégal. Vous savez, le premier président du Sénégal était un catholique pratiquant. Léopold Sédar Senghor. Je veux dire, je me rappelle une fois le professeur Souleymane Bachir Diagne, à qui on a posé la question, qui répondait aux journalistes en disant « Je ne me suis jamais posé la question ». Parce qu'on lui dit « Mais comment ça se fait qu'un pays à majorité musulmane, 95% de musulmans, le premier président est un catholique ?» Les Sénégalais ne se posent pas la question. Parce que simplement, nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous pouvons avoir des religions différentes. Sachant que notre religion première, c'est l'animisme. Et puis, bon, je parle du président Léopold Sédar Senghor, mais je peux parler aussi du cimetière catholique musulman à Joal, où des chrétiens et des musulmans sont enterrés dans le même cimetière. C'est vraiment, je veux dire, dans la culture sénégalaise et dans les traditions, on est un peuple qui est habitué disons, à ne pas jouer avec les extrêmes. Donc, on est pratiquement sûr que les prochaines élections, après les prochaines élections, c'est le calme, oui, absolument. C'est la paix Absolument. Et la vie continue au Sénégal. Absolument. Bien, écoutez, je vous dis merci. On a épuisé tout le temps nécessaire. Okay, je vous souhaite un bon voyage de retour au pays. Mais évidemment, vous êtes toujours québécois, donc on va vous revoir de temps en temps. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, M. Gak. Merci. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.